La girafe, elle a décidé d'allonger son cou parce qu'elle adorait les petites feuilles des arbres qu'elle mangeait et que les arbres grandissant, il fallait qu'elle s'adapte. La girafe, c'est pas un consultant qui lui a dit qu'il fallait allonger son cou. Mmh. Bienvenue dans On a toujours fait comme ça, le podcast des organisations qui se réinventent et de ceux qui les aident. La pérennité de nos entreprises dépend de notre capacité à prendre du recul, analyser et s'adapter rapidement. Pour autant, le confort du On a toujours fait comme ça nous semble souvent plus douillet que la remise en question. Alors pour ceux qui sont prêts à bousculer leurs habitudes, On a toujours fait comme ça partage chaque mois des portraits de dirigeants et d'experts qui, au travers de leur expérience, nous invitent à challenger nos habitudes en entreprise. On a toujours fait comme ça, c'est parti! Quand on va chercher les services d'un coach, c'est justement pour être challengé. Alors, qui inviter de mieux dans On a toujours fait comme ça qu'un coach de dirigeant? Aujourd'hui, nous recevons Xavier Baudard. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, enchanté d'être là. Également, nous sommes ravis de vous recevoir. Xavier, vous êtes donc executive business coach et vous avez également fondé Lugenco, qui est un cabinet d'accompagnement de dirigeants, et aussi Upj, qui est une école de coaching d'entreprise. C'est ça? C'est ça. Donc vous êtes bien occupé. Hem, Justement, première question, le slogan de Lugenco, c'est «Diriger est un art». Souvent, on a tendance à considérer que l'art, c'est quelque chose peut-être d'inné, mais finalement, j'imagine qu'entre en tout cas dans le cadre de l'entrepreneuriat, ou du leadership, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Alors, même au niveau de l'art, on s'aperçoit que c'est pas inné. C'est assez amusant parce que je regardais tout à l'heure une vidéo qui expliquait qu'une étude avait été faite sur des violonistes et dans un orchestre, je crois que c'était en Autriche ou en Allemagne, ils avaient séparé les violonistes en 3 catégories, les moyens, les bons et les stars. Et ce qu'ils avaient constaté, c'est que les moyens et les bons avaient travaillé 2000 heures. Ils avaient tous commencé le violon à 5 ans, mais les moyens et les bons avaient travaillé, grosso modo 2000 heures et les stars 10 000 heures. Et en fait, même si on a du talent, en fait, à un moment, il y a une question de travail. Mmh. Pourquoi on a considéré et on a pris, diriger est un art? En fait, c'est en se faisant une réflexion avec mes 2 fondateurs, Patrick Buffet et Philippe Santini, qu'effectivement le parcours du dirigeant était très similaire à celui d'un artiste. Je m'explique. Quand vous êtes un artiste, il faut que vous ayez un certain nombre de techniques à maîtriser avant de pouvoir vous lancer, si c'est ça peut être la musique, ça peut être, la littérature, ça peut être, la peinture, mais il faut maîtriser un certain nombre de techniques. Après, il faut trouver, son propre style. Heu, Picasso, c'est pas du Delacroix, qui est pas du David, qui est pas du Michel-Ange. Mmh. Et puis ensuite, il va falloir, réaliser ses œuvres, réaliser ses chefs-d'œuvre éventuellement. Donc mettre tout ça en ordre de marche et en musique. Et d'ailleurs, les grands peintres ne faisaient pas ça tout seuls. Ils avaient des élèves qui faisaient l'esquisse, qui ensuite peaufinaient, et cetera. Et quand on regarde le dirigeant, c'est un petit peu pareil. L'entrepreneur aussi, il faut qu'il ait un projet, il faut qu'il maîtrise un certain nombre de techniques, hein. Si je ne sais pas diriger des équipes, ça va être difficile. Si je ne comprends pas comment fonctionne une entreprise, ça va être difficile. Donc, il faut que j'acquière un certain nombre de techniques. Et ces techniques vont devoir évoluer avec le temps en fonction de la taille de l'entreprise, la maturité de l'entreprise, et cetera. Il va falloir que je trouve quel projet je vais mettre en œuvre. L'entreprise, elle est où? Je veux l'emmener où? Qu'est-ce que je veux en faire? Puis il va falloir que je réalise tout ça. Et finalement, voilà, en échangeant entre nous 3 fondateurs, on s'est dit: «Bah oui, en fait, le parcours du dirigeant est similaire à celui d'un artiste, d'où le diriger est un art». Mmh. Et est-ce que justement, c'est aussi, ce qui doit s'apprendre, j'imagine, au fur et à mesure du temps, c'est de lâcher prise peut-être sur certaines choses? Au fur et à mesure où une société, mmh, s'agrandit, le dirigeant doit, peut-être être moins présent sur certains rôles, embaucher les bonnes personnes pour le remplacer sur des rôles clés. Et donc ça devient un chef d'orchestre peut-être à ce moment-là aussi, Oui, alors effectivement, quand l'entreprise grandit, le dirigeant, doit continuer à s'occuper de tout, parce que le rôle du Mmh, dirigeant, c'est de s'occuper de tout. C'est une des difficultés. Heu, donc à un moment, il va embaucher des personnes, s'équiper, s'adapter. Il va devoir, oui, lâcher prise sur un certain nombre de sujets parce que ce n'est plus forcément à lui d'aller voir le client qui rapporte 35 €, mais peut-être se concentrer sur celui qui fait 350 000 ou 14 millions.
Hem, mais il va falloir aussi qu'il s'intéresse davantage à d'autres sujets. Souvent quand j'accompagne des dirigeants, dans ces franchissements d'étapes, sur une société en hypercroissance par exemple, ou même une société qui grandit, mais qui à un moment doit se structurer, se constituer. Je leur explique bien qu'il y a un moment où il faut changer de costume. Il y a des sujets dont on devait s'occuper avant, qu'il faut arrêter de faire ou juste les suivre, mais ne plus faire l'intégralité. Et d'autres sujets, en revanche, dont il faut se préoccuper principalement et du coup apprendre à prendre du recul sur certaines choses et se focaliser sur d'autres. Et ça, souvent, ça peut être difficile parce que on aime bien lâcher ce qu'on n'aime pas, on a plus de mal à lâcher ce qu'on aime faire. Mmh. Mmh. Justement, est-ce qu'il y a, peut-être des pièges, sur lesquels souvent les dirigeants tombent? Est-ce que vous voyez un peu des schémas peut-être qui se répètent selon les différentes personnes? Alors, oui, il y a des pièges qu'on voit régulièrement. Il y a le piège classique de tout va bien jusqu'ici, donc il n'y a pas de raison de changer. Mmh. Alors parfois on est un peu obligé parce que le contexte extérieur oblige à, mais là où c'est le plus dangereux, c'est justement quand j'ai une entreprise qui fonctionne très bien, qui gagne bien beaucoup d'argent, où, l'ambiance est sympa, les gens vont bien et où à un moment, bah, il faut se poser des questions délicates, des questions difficiles et devoir changer de braquet, devoir changer de façon de faire, devoir se remettre en cause. On cite souvent dans les chutes d'entreprise Kodak, Mmh. qui a été pourtant la première entreprise à déposer des brevets sur la photo numérique, mais qui n'a pas su se transformer. Alors c'est vrai que la transformation était extrêmement difficile à mettre en œuvre, hein, mais qui du coup est mort de ne pas avoir su, évoluer. Donc il faut avoir cette capacité à changer régulièrement et à se reposer des questions, à se remettre en cause et c'est là aussi où nous, en tant que coach, on a ce rôle-là à jouer. De temps en temps, remettre le dirigeant face à des sujets qu'il a peut-être moins envie de voir ou sur lesquels il se dit: «Je peux attendre encore un peu». Mmh. Justement, il y a un sujet que j'ai vu sur le blog aussi et qui est un sujet particulier sur lequel on s'intéresse beaucoup dans On a toujours fait comme ça, c'est justement la transformation des organisations. Hem, est-ce que vous voyez des raisons assez fréquentes, régulières, pour que la si grande majorité des transformations d'entreprise, échouent? Alors effectivement, quand on regarde, tout ce qui est sujet de transformation, alors je vais dire dans transformation, des transformations importantes, hein, c'est pas juste un changement de service et cetera, mais vraiment une Mmh. transformation importante, comme la mise en place du télétravail par exemple ou comme, l'absorption d'une autre boîte ou comme enfin voilà, ce genre de sujet, le développement international. On constate, alors notamment c'est vrai sur tout ce qui est fusion-acquisition, les statistiques montrent que 70 des fusions-acquisitions détruisent de la valeur, donc fondamentalement sont un échec. Pourtant on continue à les faire. Et plus de 2 tiers des causes d'échec sont un facteur humain. En fait, ce qui a été constaté, c'est que la gestion du changement déjà, il y a toujours une phase de résistance. La résistance au changement est un phénomène naturel. Faut pas se leurrer, on le voit bien, la nature avec le changement climatique, elle fait tout ce qu'elle peut pour résister. Il y a un moment où le rouleau compresseur est trop fort, mais la résistance au changement est un phénomène naturel. Après, il va y avoir des individus qui vont être plus aptes à changer rapidement parce qu'ils vont voir une découverte, parce qu'ils vont trouver ça intéressant, et cetera. Et donc la résistance au changement va être là. Une autre et ce qui a été constaté aussi, c'est que l'humain change difficilement s'il n'en est pas pleinement convaincu. L'exemple que je dis toujours, c'est arrêter de fumer. Alors c'est marqué en gros, hein, sur les paquets que fumer tue. Pourtant, les fumeurs, ils ne s'arrêtent pas tous, alors qu'ils se mettent en danger de mort régulièrement dès qu'ils prennent une cigarette. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand je suis moi-même en danger, changer est pas si simple. Alors pourquoi est-ce que je changerais le jour où on me fait racheter une boîte et que je vais pas être impacté ou qu'on me demande de me mettre à parler anglais parce que mon entreprise devient internationale? Il y a Voilà, c'est pas ça qui va faire que je vais changer. Ce qui va faire que je vais changer, c'est que je vais vraiment en avoir envie. C'est que je vais en sentir une motivation profonde qui fait que je vais y aller, que je vais le faire. Heu, Comme je dis souvent, la girafe, c'est pas un consultant qui lui a dit qu'il fallait allonger son cou.
Mmh. La girafe, elle a décidé d'allonger son cou parce qu'elle adorait les petites feuilles des arbres qu'elle mangeait et que les arbres grandissant, il fallait qu'elle s'adapte. Donc ça a été son choix à un moment. Elle aurait très bien pu faire comme beaucoup d'animaux, se dire: «Bon, bah, OK, je vais manger d'autres feuilles ou je vais manger de l'herbe» et cetera. Non, elle a fait un choix et elle s'est adaptée par rapport à ce choix. Le télétravail, on a été forcé de le mettre en œuvre. Tout le monde s'est adapté. On n'a pas eu le choix. Mmh. Néanmoins, il y a des entreprises qui derrière, dès que le monde est redevenu comme avant, ou plus proche de celui d'avant, ont décidé d'arrêter le télétravail, d'autres qui ont décidé de continuer à le mettre, d'autres se sont sentis obligés de continuer à le mettre sans vraiment se poser les bonnes questions. Donc par rapport au changement, il y a toujours cette dynamique de pourquoi on le fait et surtout comment on le fait et surtout comment on accompagne les gens pour le faire. Et ce qui fait la grande majorité des éléments d'échec, c'est que on prépare beaucoup, mais la mise en œuvre n'est pas suffisamment accompagnée au niveau des équipes. Je vais vous donner un exemple. Je travaille avec un groupe du CAC 40 qui a décidé, il y a 4 ans, 5 ans, de mettre en place un nouveau modèle de leadership. Donc on parle d'une société qui fait plus de 120 000 personnes et qui a décidé de faire ce changement à l'échelle du groupe. Mmh. La dernière fois qu'ils avaient fait ça, on était au millénaire précédent. Ils avaient fait classiquement appel à un cabinet de conseil, mis en place des formations, formé les gens, et cetera, dépensé beaucoup d'argent dans tout ça. Et ils avaient constaté que le ROI était quasi nul. Parce que les gens, quand ils retournaient à leur poste de travail, même si la formation avait été inspirante, géniale, avec des super enseignants, et cetera, bah, chasser le naturel, il revient au galop. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, quand ils ont mis en place un nouveau modèle de leadership, ils se sont dit: «OK, on va former les gens». Donc ils ont repris des éléments comme avant. On va travailler avec un cabinet de conseil pour définir notre modèle. On va former les gens parce qu'il faut qu'ils comprennent le nouveau modèle de leadership. En revanche, sur la mise en œuvre, on va changer. Et c'est là où ils ont décidé de faire appel à une dizaine de coachs pour coacher le top 100, Mmh. uniquement sur l'exercice du leadership au regard du modèle qui avait été mis en place. Et le constat, c'est que justement, bah, comme on a, entre guillemets, un peu forcé la main et obligé les gens à travailler sur ce sujet de changement par rapport à eux-mêmes, pas par rapport à leurs équipes dans un premier temps, mais par rapport à eux-mêmes, eh bien, ils se le sont appropriés. Et du coup, comme ils se le sont appropriés et qu'ils étaient dans le top 100, comme dirait un fameux président, le ruissellement s'est fait beaucoup plus rapidement. Mmh. Et donc, le ROI a été bien meilleur. Très bien. Ça me fait penser, vous parliez de la girafe tout à l'heure et j'avais lu un livre qui s'appelle Switch sur la conduite du changement justement et qui parle de cette image du cornac et de son éléphant et le cornac a beau taper, des jambes pour faire avancer l'éléphant, si l'éléphant a décidé de pas avancer, il n'avancera pas. Et bon, le livre parle de différentes techniques pour essayer de favoriser le changement. Hem, mais et justement pour revenir sur ce que vous disiez, le changement doit être à l'initiative du dirigeant ou en tout cas de la direction. Et je me disais comment on fait changer ça aussi? Je pensais aux psychologues notamment qui doivent faire un travail sur eux-mêmes avant de pouvoir exercer. Est-ce que justement le dirigeant ne devrait pas obligatoirement aussi faire un travail sur lui-même avant de devenir, dirigeant lui-même? Alors, je vais le dire un petit peu différemment. Le dirigeant est forcément dans une position de leadership. Mmh. Le principe du leadership, le principe premier, mais beaucoup de gens oublient, c'est que le leader, il doit avoir des suiveurs. Il doit avoir des suiveurs naturels. Les gens doivent avoir envie de me suivre naturellement. C'est là que s'exerce mon leadership. Et dans le leadership, travailler son leadership implique de bien se connaître, implique de comprendre comme qui je suis, comment je fonctionne, etc. Parce que sinon, je vais me retrouver dans des situations où je vais dire des choses et je vais faire le contraire. Et ça, c'est Mmh. destructeur du leadership. Heu, Assez régulièrement, quand j'accompagne des dirigeants et notamment quand ils sont dans des prises de fonction, je les fais travailler sur expliquer à leurs équipes comment eux fonctionnent. Parce que peut-être que je suis plutôt du matin et que dans ces cas-là, les sujets importants, il faut me les donner le matin. Peut-être que je suis très délégatif et que si je n'explique pas à mes équipes qui ont eu l'habitude avant d'avoir un hiérarchique ou un chef très directif, très présent, très micromanagement, alors les équipes vont penser que je fonctionne pareil. Si je n'explique pas comment je fonctionne, si je n'explique pas qui je suis, ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, mais ça va moins facilement bien marcher. Donc il est important à ce niveau-là justement de bien se connaître.
pour comprendre qui je suis, comment je fonctionne, pouvoir l'exprimer et puis aussi assumer certaines choses. Comprendre certains défauts pour pas forcément arriver à les faire disparaître, mais en tout cas les contrôler, les maîtriser et surtout comprendre quels sont mes points forts pour pouvoir m'appuyer dessus encore plus fort. Mmh. C'est C'est pas nouveau, hein, c'est ce que disait Socrate: «Connais-toi toi-même», mais ça reste d'actualité. Est-ce qu'il y a d'autres, au-delà de la connaissance de soi, je pense que c'est aussi, quelque chose d'assez courant maintenant de dire qu'il faut continuer à se former, continuellement. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers, qui vous sembleraient pertinents, pour les dirigeants de se former jus Nous faisons un constat, hein. Alors il n'y a pas que nous, hein, malheureusement, parce que si avec nous, ça ne concernerait pas trop de monde encore, mais malheureusement, il n'y a pas que nous. Un constat global qui est que le niveau des managers n'est pas suffisant. Aujourd'hui, une des premières causes de démission des équipes, c'est la piètre qualité de mon manager. Je pense que tout un chacun, on a dans nos amis, dans nos proches, quelqu'un qui dit: «Je suis content de faire du télétravail, je ne vais pas voir mon abruti de chef». Heu, Pourtant, Dieu sait qu'on dépense des milliers et des cents chaque année pour former au management. Heu, pour former au leadership, c'est pareil, il y a une étude qui a été faite en 2014 qui a montré que c'était 60 milliards de dollars annuels de dépenses en formation au leadership pour un ROI quasi nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, se former, c'est une base, mais ce n'est pas suffisant. On a tous fait des études ou pas, on a tous appris des choses à un moment, mais si c'est pas parce qu'on me l'a appris que je sais le mettre en œuvre. C'est pas parce que j'ai été formé et que j'ai fait bac+5 en école d'ingénieur que je maîtrise tous les sujets de l'ingénierie, absolument pas. C'est un moment, il faut que je le mette en œuvre et que je sois accompagné dans cette mise en œuvre. C'est bien l'intérêt d'ailleurs de faire des TP, de faire des projets et cetera pour avoir cette capacité d'intégration et de compréhension de ce que j'ai vu d'un point de vue théorique en pratique. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous apercevez que les gens, on les envoie faire des super formations dans des endroits géniaux, avec des professeurs géniaux, des enseignants géniaux. Et après, ils reviennent à leur poste. Et ce qui avait l'air simple, bah, ils n'ont pas forcément le temps de le mettre en œuvre ou ils ne prennent pas le temps de le mettre en œuvre. Donc, ça manque. Donc, c'est bien pour ça qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur la mise en place du modèle leadership. Former est essentiel pour que les gens comprennent ce qu'il y a derrière, pour comprennent les fondamentaux. Et derrière, il faut qu'il y ait un accompagnement pour maîtriser une bonne mise en œuvre. Le constat qu'on a aussi, c'est que les dirigeants ne se forment pas assez. Pourquoi? Il y a plusieurs phénomènes derrière ça. Il y a un premier phénomène, c'est que vous avez tous les dirigeants qui sont non salariés, où bah, le budget formation, il n'y en a quasiment pas. Et ça, on hérite de l'histoire où le dirigeant était peut-être considéré comme étant omniscient et donc il n'avait pas besoin de se former. C'est faux. Et le monde évolue régulièrement et se former est une nécessité. Le deuxième élément qu'on voit aussi, c'est des dirigeants qui disent: «Bon, bah, je vois bien me former, mais le budget que j'ai, je vais plutôt le consacrer à mes équipes». Le troisième phénomène, c'est: «Bah, moi, je suis dirigeant, c'est bon, mes équipes, ils sont vraiment pas bons, on va plutôt les former plutôt que moi qui suis quand même bon». Ça m'arrive régulièrement d'avoir des équipes que je forme au management et qui me disent, après la première ou la deuxième journée, qui me disent: «Vous n'avez pas formé nos managers, hein, ça se voit». Donc, se former est nécessaire, ça prend du temps, c'est un budget, oui, mais c'est nécessaire. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils se forment par l'expérience, et c'est vrai. Ce que l'on vit chaque jour nous enrichit et nous apprenons. Il y en a d'autres qui vont apprendre en lisant des livres, c'est vrai aussi. On apprend des choses, parfois on va retenir certains éléments et on va arriver à les mettre en œuvre. Ce qui est clair, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est se former et être accompagné dans la mise en œuvre. Être accompagné dans la mise en œuvre ne signifiant pas forcément faire appel à l'extérieur, mais être accompagné dans la mise en œuvre. Justement, donc on a parlé de consulting tout à l'heure, vous parlez de formation là maintenant, le coaching dans tout ça, où est-ce que chacun se place là-dedans? Est-ce que potentiellement il y a des recoupements entre ces différents métiers et disciplines? Alors, oui, ces 3 approches sont complémentaires. Heu, Si je fais appel à un cabinet de conseil ou je prends un consultant, j'attends de lui qu'il produise quelque chose et généralement, je vais aller chercher un consultant ou un cabinet parce qu'il est expert d'un sujet ou parce qu'il est expert d'un domaine, le domaine pouvant être un secteur, un métier. Et donc je vais aller chercher de lui une connaissance et
je souhaite qu'il délivre quelque chose. Ça peut être une recommandation, ça peut être un support, ça peut être de faire lui-même, mais j'attends de lui qu'il délivre quelque chose. La formation, c'est un transfert de savoir. Donc, je vais communiquer une compétence, je vais communiquer un certain nombre d'éléments dont j'ai besoin ou dont les autres ont besoin. Le coaching, c'est complémentaire à tout ça. C'est à un moment, je vais faire en sorte que les personnes se posent les bonnes questions, trouvent des réponses qui leur conviennent et les mettent en œuvre. Donc, tout cela est complémentaire. Et c'est pour ça que je parle beaucoup maintenant avec mes clients d'hybridation des approches, notamment quand on est sur des projets de transformation, etc. C'est de dire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est 1 + 1 + 1. Je vais peut-être faire appel à un cabinet de conseil parce que je vais avoir une analyse du marché. Et puis ensuite, je vais peut-être former mes équipes à c'est quoi le marché allemand et c'est quoi la culture allemande. Et ensuite, je vais peut-être les faire accompagner, ou en tout cas ceux qui vont travailler avec l'Allemagne, pour pas faire d'erreurs, pour éviter les murs, etc. Et après, sur le coaching, vous allez avoir là aussi des approches différentes. Je dirais que dans le coaching, vous avez 2 grands courants. Vous avez d'un côté le coaching professionnel, qui a été appelé comme ça parce que s'exerçant dans l'univers professionnel, qui va être une approche du coaching issue de la psychologie, de la psychothérapie, et qui, pour faire simple, donc forcément caricatural, va être l'accompagnement de la personne dans sa relation à elle-même et dans sa relation à son écosystème, donc les soft skills. Et puis, vous avez une nouvelle approche qui date depuis le début du nouveau millénaire, je dirais, qui est le coaching d'entreprise, qui est issu du registre technique, donc du conseil, de l'expertise, et qui va être l'accompagnement de la personne dans l'exercice de sa fonction, donc les hard skills. Et là aussi, si j'accompagne un dirigeant ou un cadre dirigeant ou un manager, il n'a pas d'un côté ses soft skills et de l'autre côté ses hard skills. Si je suis la meilleure personne du monde, mais que je ne sais pas gérer une entreprise, pas gérer une équipe, ça ne va pas le faire. Si j'ai tous les diplômes du monde et que je suis imbuvable, ça ne va pas le faire non plus. Dès qu'on est sur du leadership, il y a les deux qui se mélangent. Donc, il faut être capable de challenger la personne sur ce qu'elle veut faire, comment elle veut faire, à la fois sur les hard skills et à la fois sur les soft skills. Pour autant, après, peut-être particulièrement si je travaille avec vous, par exemple, en tant que coach demain, on va pas forcément parler de mon enfance, de ma relation avec ma Absolument mère, pas. etc. Voilà. Le coach regarde devant. C'est le principe premier, c'est le coach regarde devant. Mmh. Comme je vous dis, moi, je suis là pour challenger les personnes que j'accompagne sur ce qu'elles veulent faire et comment elles veulent le faire, mais surtout qu'elles avancent par rapport à ça. Mmh. Un des grands reproches qui peut être fait à certains managers, etc., c'est il n'y a pas de décision qui est prise, ou ça avance pas, ou on ne sait pas où on va, ou. Mon rôle, c'est de challenger tout ça pour que le dirigeant ou la personne que j'accompagne ait une réponse qui lui convienne. Je ne suis pas là pour lui dire ce qu'il doit faire. C'est lui qui connaît son écosystème, c'est lui qui connaît son entreprise, son secteur. Moi, je suis là pour challenger ce qu'il veut faire, comment il veut le faire. Mmh. Éviter les angles morts et savoir se remettre en cause. Et donc, est-ce que cette capacité à challenger nécessite forcément une expertise ou une expérience de dirigeant? Non, absolument pas. Elle nécessite d'être capable de challenger un dirigeant sur tous les sujets qui le concernent. Alors vous me direz, oui, mais si je ne maîtrise pas tous les sujets qui me concernent, ce n'est pas forcément maîtriser, c'est en avoir un vernis suffisant pour pouvoir poser les bonnes questions. Moi, le premier coaching que j'ai eu à faire, c'était des problématiques de levée de fonds. Je n'ai jamais levé de fonds de ma vie. Mmh. En revanche, je me suis formé au coaching d'entreprise et ça m'a donné des éléments de compréhension de ce que c'est qu'une levée de fonds, de compréhension des enjeux pour le dirigeant, des questions qu'il doit se poser de façon à pouvoir justement questionner la personne que j'accompagnais et lui poser les bonnes questions qui l'ont amené à réfléchir et qui l'ont amené à décider de lever ou pas de lever le double, le triple ou moins ou différemment, etc. Mmh. Donc, la principale matière à maîtriser quand on devient coach, c'est l'art du questionnement. Et ça se travaille. Ça se travaille parce que notre éducation, et notamment en France, a formaté notre cerveau, non pas à poser des questions, mais à répondre, à trouver une solution à un problème qu'on nous expose. Mmh.
Et quand je coach quand je forme de futurs coachs, j'ai fait beaucoup travailler là-dessus, mais c'est pas à toi de trouver la solution. La solution, que ça se trouve, elle n'existe pas, et puis tu connais pas leur secteur. Donc, quel que soit le sujet, il va quand même falloir que tu poses des bonnes questions pour que la personne en face ait l'impression, se sente progresser, et que grâce à toi, coach, il progresse, il avance, et il arrive à démêler son paquet de nouilles trop cuites pour Mmh. arriver à avoir quelque chose de facile. Mmh. Je crois que c'est Woody Allen qui disait, «J'ai toutes les questions à vos réponses», ou un truc comme ça. Très bien, donc ça veut dire que votre rôle et donc il est certainement pas de décider à la place du dirigeant, mais plutôt de l'aider à construire sa réflexion et ses décisions. Jusqu'au point, est-ce que, je veux dire, si vous sentez qu'il va se planter, est-ce que vous le laissez se planter? Parce que ça fait partie de l'expérience et de l'apprentissage? Oui, c'était la grande mode il y a 2 ans d'expliquer que l'échec est une source d'apprentissage, c'est vrai. Mais enfin, si on peut réussir sans se planter, c'est quand même mieux. Mmh, Hem, c'est vrai que parfois, il va nous arriver de nous dire: «Là, s'il fait ça, il va aller dans le mur». Rien ne m'empêche à un moment de l'exprimer, de dire: «Voilà moi ce que je ressens. J'ai mmh, l'impression que si tu vas faire ça, il y a une probabilité d'échec qui est importante pour telle et telle raison». Maintenant, ça ne veut pas dire une probabilité d'échec. Dans la phrase, il y a toujours en filigrane une probabilité de réussite. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément rater. En revanche, mon rôle, ça va être justement de travailler avec la personne que j'accompagne sur: est-ce qu'il est conscient de ce risque-là? Comment on va le minimiser finalement? Est-ce qu'il y a peut-être un chemin qu'on n'avait pas vu et qui va permettre de le passer? Et puis après, la décision, elle appartient à celui, qui va la mettre en œuvre, donc au dirigeant que j'accompagne. Et oui, mmh, parfois, il va y avoir une bonne surprise, c'est que ça va fonctionner. Et puis, ça arrive aussi qu'ils me disent: «Ah Xavier, j'aurais peut-être dû t'écouter», et cetera. mmh, Mais dans ces cas-là, moi, je leur dis bien: «Attention, là, je vais prendre une casquette conseil, je quitte mon rôle de coach, et maintenant je vais te donner mon avis, soit parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, soit c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois et qui a systématiquement ont mené à l'échec, soit c'est une perception». Mais mon mmh, rôle, c'est aussi un moment justement de donner mes perceptions, parce que si moi j'ai cette perception, ça veut dire que peut-être dans ces équipes, ils vont avoir la même. Et quand dans mmh. les équipes ça doute, ça augmente la probabilité d'échec. Ouais, ouais, je comprends. Justement, est-ce qu'il y a dans la vie d'un dirigeant, est-ce qu'il y a, je pensais à ça, mais c'est vrai qu'on le coaching me semble pas toujours si évident à faire comprendre et à «vendre» entre guillemets à tous les dirigeants. Enfin, tous ne sont pas réceptifs à cette approche-là. Et c'est vrai que, plus globalement, quand on ne sait pas quel apport ça peut avoir et à quel moment peut-être dans notre vie ça peut avoir un intérêt, forcément on va pas chercher, ça. Du coup, est-ce qu'il y a des moments dans la vie d'un dirigeant ou des situations peut-être dans la vie d'un dirigeant qui devraient, d'une certaine manière lui faire tilt? En disant: «Bah, voilà, là, dans ce cas-là, par exemple, j'ai besoin d'un accompagnement». Alors déjà, l'approche par rapport au coaching est très culturelle. Heu, je vais vous donner un exemple. J'ai échangé, il y a à peu près 1 an, j'ai échangé avec un entrepreneur français, puisque de Saint-Pierre et Miquelon, et quand je lui présente ce que je fais, il me dit: je vois très bien parce que moi j'ai 2 coachs. J'ai un coach pour les postures et j'ai un coach pour le business». Mmh. Et là, je me suis dit: «Waouh, Saint-Pierre-et-Miquelon est quand même beaucoup plus près de l'Amérique du Nord que de Brest». Aujourd'hui, un dirigeant même d'une petite entreprise en Amérique du Nord est coaché. En France, notre bagage culturel et notre éducation, a fait qu'on nous a appris à gagner seuls. Je m'explique. Vous faites le collège, vous faites le lycée, voire vous faites des études supérieures. Fondamentalement, si vous avez un cerveau qui fonctionne bien et que vous travaillez un minimum, vous n'avez besoin de personne pour faire les 20 à 25 premières années de votre vie. Donc ça veut dire que vous avez appris à gagner seul. Et dès lors, prendre un coach,
il y a souvent des gens qui disent: «Ouais, mais si je prends un coach, on va penser que je suis pas bon». Moi, je leur dis à chaque fois, c'est juste le coaching, c'est un outil qui existe aujourd'hui, qui existait pas forcément avant. Vous avez un smartphone et avant, il y avait pas de smartphone. On a vécu pendant des millénaires sans smartphone. C'est pas aujourd'hui, on en a un et ça nous aide sur plein de choses. Donc le coaching aujourd'hui, ça existe et ça peut aider sur plein de choses et notamment sur des phases critiques comme la prise de fonction. La prise de fonction, curieusement, généralement, les accompagnements qui sont faits en prise de fonction sont plutôt sur des gens qui sont promus en interne ou qui évoluent en interne plutôt que sur des gens qui viennent de l'extérieur. Alors que le plus gros danger, il est sur quelqu'un qui vient de l'extérieur parce qu'il change d'environnement, parce qu'il change de culture, potentiellement de secteur, de métier, de région, etc. Mais là, il y a un double biais qui se met en œuvre sur une prise de fonction. Je suis le recruteur. Je me dis, j'ai embauché Guillaume Tessier. Très bien, je vous ai embauché. Donc, vous êtes le meilleur des candidats que j'ai vus. Donc, vous avez besoin de rien puisque vous êtes le meilleur. De l'autre côté, Guillaume Tessier, il se dit, bon, je rentre chez Ligenco. Xavier Baudard m'a embauché. Je ne vais pas arriver et lui dire, bon, bonjour, j'ai besoin de prendre un coach. Il va se dire que je ne suis pas bon ou en plus, il va se dire que je coûtais encore plus cher et pourtant, j'ai bien négocié mon package. Donc, on se met sur une espèce d'entre-deux qui fait flop. Et quand on regarde, il y a une étude de l'ANDRH qui a été faite en 2014 qui montrait qu'un recrutement sur 4 n'apporte pas entière satisfaction sur des populations de cadres dirigeants. C'est soit vous qui rentrez dans mon entreprise et qui trouvez que c'est pas terrible ou que c'est pas aussi bien que ça avait l'air, soit moi qui vous recrute et qui trouve que bon, vous m'avez dit que vous aviez 5 pattes, mais en fait, vous n'en avez que 4,5, puis vous avez que 2 têtes et pas 3. Donc, voilà. Donc, ça apporte insatisfaction. Enfin, en tout cas, pas entière satisfaction. Donc, c'est un élément extrêmement important, la prise de fonction, où il faut se faire challenger et avoir quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise parce qu'il va apporter une neutralité. L'avantage du coach, c'est justement, nous sommes neutres. Ensuite, vous avez, c'est un corollaire, toutes les phases de transformation, de transition importante, etc. J'ai énormément travaillé en 2020. Ça a été la plus grosse année en termes de quantité de clients, de travail, etc. Alors qu'on pourrait dire, mais tout le monde était en confinement. Oui, mais justement, ça a ouvert des pans entiers d'incertitude, d'interrogation, de peur consciente, de peur inconsciente, de freins, de croyances limitantes, de devoir faire différemment. Et là, notre rôle est joue à plein. Quand on rachète une boîte, c'est pareil. Quand on met en place des projets structurants, c'est pareil. Quand l'entreprise change de taille, etc. Donc finalement, dans la vie d'un dirigeant, j'aurais tendance à dire, c'est pas forcément bien de dire ça, mais un coach, c'est presque tout le temps qu'il vous en faut. En revanche, vous allez peut-être le voir à une fréquence différente. Moi, mon plus vieux client, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Au début, je le voyais 2 fois par mois. Maintenant, je le vois 1 fois tous les trimestres, voire tous les 2 mois. Et en fonction des sujets, on va réduire la fréquence ou augmenter la fréquence en fonction du besoin. D'accord. Justement, je pensais à la prise de fonction. Est-ce que c'est forcément à l'entreprise de supporter, entre guillemets, «le coût du coach»? Est-ce que, il y a des cas peut-être de gens qui se disent: «J'ai envie de progresser hiérarchiquement et je vais moi-même, mmh, prendre l'initiative de me challenger pour demain quand je vais rentrer, peu importe où, être prêt» et pas attendre que ce soit forcément l'entreprise qui fasse la démarche de payer, le coach? Alors c'est vrai, vous avez des gens qui à un moment décident de prendre un coach et de le payer sur leur denier. Quand a été mis en place le CPF, je fais un parallèle avec la formation. L'État a dit, le CPF, c'est pour que les salariés se forment sur quelque chose qui est décorrélé de la fonction qu'ils occupent et de leur métier dans l'entreprise, parce que c'est à l'entreprise de faire évoluer ses équipes, de les former pour qu'elles soient employables encore demain. Mmh. Pour le coaching, à partir du moment où ça va servir l'entreprise, pourquoi est-ce que ce serait aux collaborateurs de le payer? Mmh.
Alors oui, peut-être qu'il va décider de le payer parce que l'entreprise ne va pas avoir le budget, ne va pas vouloir le faire, ne va pas pouvoir le faire, etc. D'accord. Mais moi, je dis toujours à mes clients, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas, eux, l'effort de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont aller convaincre leur hiérarchie qu'ils en ont besoin et que ça va être gagnant pour l'entreprise. Mmh. L'entreprise, à partir du moment où elle sait mesurer un ROI, alors c'est vrai que mesurer le ROI du coaching est parfois compliqué, euh, mais si c'est pour faire progresser la personne de l'entreprise, je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas l'entreprise qui paierait. Mmh. Et quand on regarde les montants investis tant dans l'information et dans le conseil, le coaching, mais sur des prix qui sont abordables euh, et jouables pour toutes les tailles de boîtes. On trouve toujours des solutions. Moi, j'ai toujours aux prospects, à mes clients, si on a envie de travailler ensemble, on trouve toujours des solutions. Et justement, est-ce qu'il y a, sur certaines fonctions, il va y avoir un peu une rareté des candidats? Est-ce que peut-être que c'est le cas d'ailleurs, hein, est-ce que ça pourrait faire partie d'un package pour attirer un candidat? De dire: «Ben, je Oui, vous rémunère tant et en plus de ça, il y a un coaching qui est, inclus, quoi, oui, payé». oui. Alors, souvent, vous avez les cabinets de chasse de tête qui incluent dans leurs prestations le fait de faire un accompagnement, un coaching à la prise de fonction. Mmh. Ce qui a été une façon pour eux de limiter le nombre de départs dans la période d'essai, hein, puisque souvent ils ont une clause comme quoi, si le candidat s'en va, il faut retrouver à titre gracieux celui d'après. Donc, tant qu'à faire, limitons ce risque-là. Euh, j'ai tendance à conseiller d'ailleurs à prendre un coach autre que le cabinet de chasse de tête. Ça permet d'avoir quand même davantage de neutralité. Mmh. Vous avez effectivement de plus en plus d'entreprises qui mettent dans le package le fait d'avoir un accompagnement. Moi, j'ai une de mes clientes qui a mis ça en recrutant sa directrice commerciale, qui a mis dans le package le fait d'être accompagnée pendant la période d'essai pour réussir l'intégration. Parce que c'était pas tant pour attirer que pour maximiser la probabilité de réussite des deux côtés, de l'entreprise pour que la personne soit opérationnelle le plus rapidement possible et pour la personne qui est rentrée pour réussir son intégration dans l'entreprise le plus vite possible. C'est vrai que si on considère les coûts d'un recrutement raté, peut-être mieux payer un coach. Les coûts d'un recrutement raté, c'est estimé entre 15 et 30 000 euros. Mmh. C'est-à-dire que vous avez un coach pendant un an. Mmh. Voilà. Justement, est-ce que parmi vos clients ou plus généralement dans le coaching, est-ce que le coaching s'adresse plutôt, notamment financièrement, à des grands groupes ou est-ce qu'il y a des structures beaucoup plus petites qui vont faire appel aussi au coaching? Fondamentalement, il n'y a pas de problématique de taille. Euh, nous avons dans nos clients à peu près une entreprise sur quatre, c'est des entreprises de moins de 10 millions d'euros. Et une entreprise sur trois, c'est des entreprises de plus de 100 millions. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, avoir un coach a du sens et apporte des choses Mmh. qui peuvent être identiques. Hein, si j'ai besoin de recruter mon premier salarié ou si j'ai besoin de recruter un salarié, la Mmh. problématique peut être la même. Il y a des éléments qui peuvent effectivement apparaître dans les grands groupes, qui n'est pas forcément dans les TPE. La dimension politique, dès qu'on est sur des CODIR COMEX, va prendre un poids important dans un grand groupe, va normalement pas apparaître dans une TPE. Donc, il n'y a pas de question de notion de taille, ni de secteur, ni quoi que ce soit. Quand on regarde, les problématiques des dirigeants sont les mêmes, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur. Ils Mmh. veulent tous gagner plus en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité pour que leur entreprise se porte mieux, recruter les meilleurs, faire en sorte que les moins bons s'en aillent tout seuls, travailler moins, se faire davantage plaisir. Tout ça, c'est indépendant du secteur et de la taille de l'entreprise. Mmh. Très bien. Et je ne sais pas si par le passé, avant que vous deveniez coach, donc vous avez exercé dans différentes entreprises. Je ne sais pas si à l'époque vous avez eu l'occasion d'être coaché vous-même? Non, et j'en Mmh, aurais pas pris. non, d'accord, ouais. J'en aurais pas pris, pourquoi? Et d'ailleurs, je voulais pas devenir coach hein, avant de l'être. Pourquoi j'en aurais pas pris? C'est que à l'époque, la seule approche du coaching que je voyais, en tout cas, c'était le coaching professionnel et le travail sur les soft skills. Et fondamentalement, quand j'étais dirigeant de BU,
j'aurais pas pris quelqu'un pour me faire travailler là-dessus parce que je savais très bien, alors c'est peut-être un manque d'humilité de dire ça, mais je savais très bien ce qui faisait que j'étais facile à manager ou que j'étais au contraire horriblement pénible à manager. Mmh. Heu, donc je ne voyais absolument pas quelqu'un m'expliquer ça et me faire travailler là-dessus parce que j'en voyais pas l'intérêt. C'est moi qui allais décider si je le faisais dans un sens ou dans l'autre. Ce qui m'a intéressé justement dans le coaching, ça a été cette approche coaching d'entreprise, c'est de travailler sur la matière du métier de dirigeant et que les questions que je me posais avec mes collègues, mes collaborateurs, mes supérieurs de: «Tiens, ce cas de management, comment on le traiterait?» de: «Tiens, ça plus ça, on pourrait peut-être développer une nouvelle offre» ou «Tiens, ce prix, comment je pourrais l'architecturer?» Qu'en fait, ça pouvait être un métier et Mmh. que, cette préparation à des réunions importantes, se faire challenger sur ce qu'on veut faire, mais comment on veut le faire, prenait tout son sens. Et pour moi, je ne voyais pas un coach professionnel être capable de me challenger sur mon opérationnalité terrain et Mmh. c'est là où j'avais, je pense, le plus de besoin. Mmh. Et si peut-être aujourd'hui, en l'occurrence, vous avez un coach, je crois que c'est un peu Oui. la base du coaching, c'est d'être soi-même Alors coaché on aussi. s'applique à nous-mêmes ce qu'on préconise à nos clients. Ouais, c'est c'est pas toujours le cas, mais c'est bien. Hem, Justement, après, quel serait peut-être pour le choix d'un coach, ça va vraiment dépendre, j'imagine, de chaque individu, mais est-ce qu'il y a des questions peut-être, des sujets qui vous paraissent importants d'aborder pour faire le bon choix, peut-être? Il y a un élément essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait le fit entre les 2 personnes. Ouais, comme je dis à chaque fois, on va passer des heures ensemble. Mmh. Si on n'a pas le fit, ça va vite être pénible. Donc il faut qu'il y ait le fit de part et d'autre. Ensuite, il faut que de la part du coaché, il y ait l'envie à la fois de travailler sur son métier, son rôle et l'acceptation de se faire challenger. Donc ça veut dire quoi se faire challenger? C'est que ça m'arrive de poser des questions qui font pas forcément plaisir. Mais c'est aussi notre rôle et c'est ce qu'apprécient aussi nos clients, c'est qu'on va leur poser des questions que personne d'autre n'ose leur poser. Mmh. Heu, quand vous posez une question à un dirigeant et en lui disant: «Si ton N-1 faisait ça, tu ferais quoi?» et qu'il vous répond: «Je le vire sur le champ». Alors pourquoi toi tu fais la même chose? Ça peut être un peu challengeant. Donc il faut avoir cette envie-là aussi et se dire que la personne que j'ai en face de moi, le coach potentiel que j'ai en face de moi, va être capable de faire ça. Et à la fois, et en même temps, comme dirait l'autre, me dire que je vais avoir en face de moi quelqu'un qui va être là pour me faire progresser, pas forcément pour me dire: «C'est pas bien, c'est pas bien», au contraire. Moi, je dis toujours à mes clients: «Je suis peut-être payé par l'entreprise, mais mon poulain, c'est vous, c'est la personne que je coach et si à un moment, on doit travailler sur des choses qui vont à l'encontre de l'entreprise parce que vous avez envie de partir, parce que vous vous sentez plus à l'aise et ça, mon rôle, c'est de vous faire réussir. Peut-être que le travail qu'on fera que vous resterez, parce que vous redécouvrirez votre poste et cetera, mais mon challenge, c'est vraiment d'accompagner la personne et uniquement elle et donc d'être le c'est mon poulain et je suis là pour faire en sorte qu'elle devienne un dirigeant extraordinaire ou une personne exceptionnelle. Mmh. Heu, donc je dirais important d'avoir le fit, sentir qu'on va avoir quelqu'un avec qui on va vouloir travailler et surtout quelqu'un qui va me permettre de progresser. Prendre un coach en se disant: «Parce qu'on me le propose, ça va être sympa, je le prends parce qu'on me le propose». J'en ai eu, hein, des clients comme ça, dans certaines boîtes où on leur a dit: «Tiens, on a pensé que ce serait très bien que tu sois coaché, les meilleurs de la boîte sont coachés». Ils ont pris le coach. Alors j'ai certainement pas été suffisamment bon, mais au global, ils n'ont pas progressé parce qu'ils n'ont pas voulu travailler. C'est vrai Mmh. que souvent, ils ont une appréhension, c'est qu'ils disent: «Ouais, mais il ne connaît pas mon secteur, il ne connaît pas mon métier. Moi, je le connais par cœur, je suis un expert. Donc de quoi je vais discuter avec lui?» Ouais, bah, justement, s'il y a pas de matière, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y arriver, mais ça va être plus compliqué et si en plus la personne n'a pas envie de travailler cette matière-là, ça va vite être pénible. Mmh. OK. Et justement, est-ce que vous avez eu des feedbacks de coachés, de gens qui découvraient aussi en même temps que le coaching se faisait, le coaching? Est-ce que, voilà, est-ce que certains partagent des feedbacks en disant: «Ah bah tiens, j'ai découvert ça du coaching, je pensais pas qu'on arrivait là», ou des choses comme ça? Oui, quand on regarde derrière toutes les analyses de coaching, tout le monde dit: «C'était super, ça m'a permis de progresser, je me suis découvert». Donc oui, vous avez des gens qui sont contents. Je dirais, c'est arrivé qu'on ait des gens qui sont,
neutres et plutôt ceux qui n'ont pas voulu travailler. Des gens qui sont dithyrambiques, où ça a changé leur façon de manager, leur façon de jouer leur rôle de dirigeant. D'autres où ça les a fait progresser, voire même ça les a fait progresser quelques années après. Moi, ça m'arrive d'avoir des clients qui me disent: «Ah, il y a 3 ans, tu m'as dit ça y est, je comprends un peu ce que tu me disais, je vois, ouais, tu m'as bien challengé là-dessus et là, je le vois, là, on est en plein dans le cœur du truc, je suis en train de le mettre en œuvre» et cetera. Mmh. Donc oui, ça arrive. Oui, on a d'ailleurs, on a suffisamment de témoignages pour qu'on ait créé sur notre blog une page, une section témoignages de gens qui expriment, voilà ce que ça leur a apporté, voilà ce que ça leur permet de faire. Heu, tant mieux, Mmh. tant mieux. Si ça servait à rien, de toute façon, je pense que ça fait longtemps que j'aurais arrêté ce métier, hein. J'aime pas les trucs qui sont inutiles, donc On s'approche, de la fin. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui vous semblerait important de partager, aujourd'hui? heu, alors sur le coaching qui est quand même notre métier, il y a un élément qui était intéressant, c'est qu'on est sur un marché qui n'est pas encore un marché mature, en tout cas en France. Le marché du coaching est très atomisé. Vous avez finalement globalement assez peu de cabinets référencés, heu et de cabinets structurés comme Lugenco, hein. Vous avez des cabinets qui sont, des «plateformes de coaching» entre guillemets, je dirais, qui vont référencer des coachs et puis si vous en avez besoin d'un grand à rayures, ils ont un grand à rayures. Mais des cabinets d'humour structurés, il y en a pas tant que ça et on constate que curieusement dans les entreprises, ils ne référencent pas tant des cabinets de coaching que des coachs individuels. Donc un individu en tant que tel et notamment dans les grands groupes. C'est très étonnant parce que ça multiplie leur nombre de fournisseurs et là aussi on pourrait parler du coût du fournisseur, mais bon, on se dit qu'un jour ça va finir par arriver, une fois que le marché sera un peu mature. Et l'autre élément qu'on constate avec les grands groupes, c'est de plus en plus une montée en puissance des coachs internes, heu, qui apportent finalement, la fonction de coaching pour un coût qui est moindre, puisque c'est des gens qui sont salariés, donc ils ont déjà ça. Ils sont déjà payés et qui permet surtout, ça a été une bonne réponse des grands groupes à la problématique suivante qui est: «Je suis salarié d'un grand groupe, je suis allé me former avec mes propres potentiellement avec mes propres deniers au coaching, j'ai besoin de faire des heures pour garder ma certification. Est-ce que je peux faire des heures chez vous?» Mmh. Et du coup, ça devient de plus en plus un coaching en interne par des gens en interne et je pense que c'est une erreur à moyen terme. C'est que un des éléments importants qu'apporte un coach externe, c'est justement le monde extérieur et que si je me fais coacher par quelqu'un en interne, il a l'avantage, c'est qu'il connaît bien, l'interne. Il y a quand même toujours des interrogations sur la confidentialité. Mmh. Moi, je le vois même en étant externe, si j'ai été mandaté par les ressources humaines, je sais à chaque fois que c'est une question que me posent mes clients de: «Mais tout ce qu'on se dit reste bien entre nous?» «Oui». Mais en interne, forcément, si je coach machin, il connaît un peu mon chef ou enfin voilà, les raccourcis vont très vite et deuxièmement, le coaching interne, c'est souvent la reproduction des modèles internes et savoir se remettre en cause avec l'externe est extrêmement enrichissant et important. Et moi, Mmh. j'encourage vivement les gens à prendre des coachs externes. Dire: Mmh. «Je prêche pour ma paroisse», c'est vrai, mais voilà, quelqu'un de l'interne, ça limite un peu. Mmh. Je comprends. Ma dernière question, c'est donc on est sur le thème de «On a toujours fait comme ça». Mmh. Si vous aviez une baguette magique, est-ce qu'il y a une mauvaise habitude, en entreprise que vous souhaiteriez voir évoluer? Ah, il y en a plein, mais je dirais la 1re, c'est arrêter de croire que parce que ça a fonctionné jusqu'ici, ça peut fonctionner encore demain et surtout, arrêter de ne pas se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Heu et de comment est-ce que je peux oser faire différemment et faire mieux? C'est ce qu'on appelle le syndrome de la planche de surf, qui est un élément destructeur du leadership. Le syndrome de la planche de surf, c'est, bah, je suis avec ma planche et puis je regarde les autres et puis je me dis que, bah, il y a Paul là-bas,
c'est le meilleur de la plage, donc je vais regarder ce qu'il fait et si à un moment il prend une vague, je vais la prendre. Je me pose pas la question de savoir si ça allait être la meilleure vague, etc., mais je le vois prendre la vague, donc c'est le phénomène de panurge. Les autres font ça, donc je fais ça. Je challenge toujours mes clients pour dire: «Mais c'est pas parce que les autres le font qu'il faut le faire et c'est pas parce que les autres ne le font pas qu'il faut pas oser le faire». Heu, Steve Jobs, un jour, il a décidé de faire des téléphones qui servent à autre chose que téléphoner. Mmh. Bon, bah, Nokia qui avait déposé des brevets, et qui avait des équipes R&D, bien avant ça, qui avait dit: «Tiens, on pourrait faire des téléphones, avec, pas de clavier et puis on téléchargerait des applications dans le cloud». La direction générale a dit: «Bah, non, non, nous, on veut des téléphones qui voilà». Ils ne se sont pas remis en cause et puis ils ont disparu du marché des téléphones. Mmh. Mmh. Donc oui, arrêtons de croire que parce qu'on a toujours fait comme ça, il n'y a pas besoin de faire différemment. Mmh. Non, et le coaching est un outil qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas avant. En revanche, c'est vrai que c'est comme partout, hein, c'est une loi de Gauss. Bah, dans tous les coachs qui existent aujourd'hui, il y en a des bons, des excellents, des moins bons et des mauvais. Je dirais que moi, ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis dans le coaching. J'ai jamais fait un métier aussi longtemps, hein. Il y a 12 ans, tout le monde entendait parler du coaching. Il y a 6 ans, tout le monde connaissait quelqu'un qui connaît un coach. Aujourd'hui, tout le monde connaît un coach. Mais la compréhension fine de ce qu'il y a derrière le mot coaching, de ce que ça peut apporter dans l'entreprise, des approches différentes, etc., n'a pas réellement fondamentalement évolué. Donc, à un moment, se poser les bonnes questions sur en quoi cet outil va me permettre d'accélérer dans mes transformations, de prendre un temps d'avance. On travaille beaucoup avec nos dirigeants pour qu'ils prennent un temps d'avance. C'est un élément essentiel. Mmh. Donc, arrêter de faire comme ça, c'est arrêter de croire que le coaching, ça sert à rien. Au contraire, c'est une arme pour ceux qui savent aujourd'hui très bien l'utiliser. Mmh. Et puis ça rejoint, je pense, à une thématique qui est très peu développée malheureusement dans beaucoup d'entreprises, c'est cette culture de l'expérimentation. Le moment où c'est en testant des choses avec une certaine, forme enfin avec des garde-fous quand même, Oui, mais c'est là qu'on découvre des choses et c'est certainement certaines boîtes qui ont réussi à découvrir des choses en permettant exactement. justement l'expérimentation, quoi. Le grand groupe que j'évoquais tout à l'heure, où on travaille, sur, la mise en place, du modèle de leadership, a gagné beaucoup de temps dans l'implémentation. Donc s'ils ont gagné beaucoup de temps, comme on dit communément que le temps, c'est de l'argent, oui, ils ont investi, mais le ROI est largement bénéficiaire. Et je vous remercie beaucoup pour ce moment. Peut-être que vous avez encore un dernier chose à Ravi partager? d'avoir, échangé sur ce métier qui me passionne. Oui, ça J'espère se que justement les gens qui verront, écouteront, auront plein de questions. Qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour échanger sur ce sujet, qui nous paraît être d'actualité et qui plus est, source de réussite pour les entreprises dans les années à venir. Bah, merci encore Xavier. De Excellent. rien, Bonne ravi journée. d'avoir été là. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. J'espère sincèrement que ce témoignage vous incitera à expérimenter de nouvelles choses dans votre entreprise. Une toute petite action suffit souvent à initier de grands changements. Si vous trouvez ce podcast utile, n'hésitez pas à le noter et surtout à le partager autour de vous. Pour un nouvel épisode qui va bousculer nos habitudes, je vous dis à très vite dans On a toujours fait comme ça.